du box jump. On a plusieurs sujets cette semaine. On va commencer par revenir à l'horaire d'été qui est en vigueur depuis 2 semaines. Alors, je vais juste passer rapidement en revue l'horaire. Pour le gardeur, il y a plus de sessions à 4h et 19h. Donc, ce qu'on a, c'est du lundi au vendredi à 17h tout le temps. Fait que si vous voulez venir à 5h, c'est stable. Le 18h du lundi au jeudi. Et puis, donc, pour ceux qui venaient le mardi, là, avant c'était aux demi-heures, maintenant il n'y en a plus aux demi-heures, c'est 17h et 18h. Puis, il reste encore des sessions de midi, le lundi, mercredi, vendredi, puis le samedi matin à 10h. Pour Montréal, ça a pas mal changé. Premièrement, la session de 4h est toujours là du lundi au vendredi, elle est très populaire, fait que celle-là, vous pouvez continuer à venir à 4h. À part ça, pour l'horaire du lundi, on a 18h et 19h qui est disponible. Pour le mardi, c'est 17h30, 18h30. Le mercredi, on a 18h30 seulement. Jeudi, 18h. Vendredi, il n'y en a pas de passage de 4h. Puis on a 2 midis qui sont rajoutés le mardi et le jeudi. Donc, si vous venez sur l'heure du dîner, le coach est là pour vous supporter. Puis à travers ça, vous allez voir, à travers l'horaire, vous allez voir sur le site web, il y a plusieurs open gym. Fait que dans l'open gym, comme on expliquait la dernière fois, c'est vous pouvez venir vous entraîner sans nécessairement avoir de coach là-dedans. Vous pouvez suivre le programme, faire votre propre programme. Fait que messieurs, cet horaire-là va être en vigueur jusqu'à quand? C'est quoi l'objectif avec ça? Oui, minimum jusqu'à fin août. On a ajouté beaucoup d'heures de pratique de Open Gym. Les entraîneurs sont quand même sur place à ce moment-là. Aussi, il va y avoir ajout de classes spécifiques sur la mobilité et sur l'haltérophilie. On a déjà commencé un petit peu avec les classes sur la mobilité. Souvent, ça va être à l'intérieur des espaces de Open Gym finalement. Donc jusqu'à fin août minimum. C'est bon. Aussi, un petit sujet sur l'horaire, un petit rappel, samedi le 16 juin, le gym de Montréal va être fermé. Oui, dans le fond, c'est parce qu'il y a un tour de cycliste qui va passer, donc il ferme le boulevard de 6h à 2h. Donc, ça va être l'occasion, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas visité le gym à la Gardeur, de venir vous entraîner ici, soit à 10h, soit à 11h. Justin va vous attendre pour les 2 workouts, soit 10h ou 11h. Donc, n'oubliez pas de nous avertir, soit sur la page Facebook, étant donné que vous n'avez peut-être pas le team-up de la Gardeur. Donc, avertissez-nous d'avance, on va faire des workouts pas mal de fun pour vous autres. Donc, même ceux qui ont des cartes, qui sont à la carte à Montréal, peuvent venir ici. Oui, pour en fait ça. Parfait. Aussi, on vient d'en parler un petit peu rapidement, on voyait apparaître à l'horaire des sessions de mobilité avec Amélie Lebrun. J'ai participé à une des sessions, donc c'était assez populaire. On a tout le temps 10 à 15 personnes qui sont là. Fait que peut-être nous parler d'abord qui peut s'inscrire à ces sessions-là. Oui, bon, les cours de mobilité, c'est pour tous les membres du gym. Donc, si vous êtes membre illimité, vous avez accès à ces cours-là comme c'est un cours de CrossFit régulier. Ceux qui ont des cartes de 15 séances, ça compte pour une séance, étant donné que vous allez être coaché aussi pendant cette heure-là. Les inscriptions seront sur TeamUp comme pour un cours ordinaire. Puis pour parler un peu plus d'objectifs et qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre, on écoute Amélie qui va nous parler elle-même de qu'est-ce qu'elle planifie dans ces sessions-là. Si vous avez écouté nos capsules précédentes, vous avez compris que dans le CrossFit, nous mettons énormément d'emphase sur l'exécution des exercices à pleine amplitude de mouvement et que la mobilité et la flexibilité nécessaires pour y arriver représentent finalement la condition nécessaire pour être en mesure d'appliquer les bonnes techniques. Donc, afin de vous aider à atteindre votre plein potentiel à ce niveau-là, nous vous introduisons les cours axés non seulement sur la mobilité, mais également sur la stabilité. Tout ça donné par coach Amélie, kinésiologue et entraîneur de gymnastique et de CrossFit à l'Armor CrossFit. OK, maintenant passons au volet compétition. On a beaucoup de nouvelles, donc ça devient de plus en plus populaire les compétitions. D'abord, le 2 juin dernier, on a eu 24 membres du gym qui ont participé à une grosse compétition, la compétition Budweiser. En fait, on avait parlé au dernier vlog, c'est une compétition qui était par équipe, 2 gars, 2 filles. On avait donc 6 équipes du gym qui ont participé. C'était organisé par le CrossFit de Mexico. Je pense que c'était même un ancien du gym qui est propriétaire là-bas, Dan Brisebois. Dan Brisebois, fait qu'il a fait une méchante bonne job dans l'organisation de tout ça. Ça se déroulait au Cégep de Terrebonne. Il y avait 31 équipes scale en tout dans la compétition, 24 équipes RX. Puis la compétition, le niveau de compétition était assez élevé. On a remarqué toute la gang là-dedans. Notre meilleure équipe, c'était Armor CrossFit 1, qui était composée de Sébastien, Jason, Alexandra et Christelle. Ils ont été à un poil d'arriver sur le podium, ils ont fini 4e dans la catégorie scale. C'était une belle performance quand même. Peut-être nous parler un peu de l'expérience de cette grande événement-là. Ben, dans le fond, l'expérience, c'est vraiment le fun. Tout le monde était motivé, ça allait motiver le monde. On a vu le monde peut-être 4, 5 fois, 6 fois, même des fois au gym. Ils venaient beaucoup, ils venaient faire de la mobilité de plus. Ils étaient vraiment motivés à réussir tous les mouvements.
étant donné qu'ils nous ont envoyé les mouvements avant la compétition, qu'on a eu la chance de les pratiquer. Donc le monde était vraiment motivé. Fait que c'est le fun parce qu'on va chercher une petite motivation de plus quand on a une compétition, un objectif. On dit OK, là on veut à une compétition, on veut pas avoir la gamme, on veut être bon. Fait qu'on s'entraîne encore un petit peu plus. Fait que des fois on cherche une motivation. C'est facile de s'en trouver en CrossFit. Il y a toujours des compétitions. Il y a les Team Series qui vont s'en venir dans pas long. Il y a les Open qui arrivent. Fait qu'il y a toujours. Fait que c'est une bonne source de motivation. En plus, dans cette compé-là, on était grosse gang du gym. On était combien d'équipes? 24. On était 6 équipes. 6 équipes, 24 personnes. Donc, il y a vraiment beaucoup de monde. Il y avait du monde de 50 ans jusqu'à 18 ans pour montrer comment que tout le monde a eu du plaisir là-dedans, qu'il y avait pour tous les groupes, autant RX qui étaient les poids vraiment lourds, des épreuves vraiment plus difficiles, ou Scale, que c'était des knee to elbow, des sauts simples à la corde, des choses vraiment que tout le monde peut faire. Puis je pense que tout le monde a vraiment aimé ça, puis l'ambiance est vraiment le fun. Maintenant, il faut choisir nos compétitions, par exemple, parce que là, on a vu la semaine d'après, c'était comme OK, on en fait une à chaque semaine pendant tout l'été. Le monde voulait s'énerver. La planification d'entraînement, il ne faut quand même pas en faire toutes les semaines, sinon on est raqué pour 3-4 jours, puis ça nuit peut-être à notre progression. Donc, il faut quand même les choisir, peut-être une par mois l'été, vu qu'il y en a beaucoup, puis l'hiver, peut-être une ou 2-3 mois, tu sais, vraiment se spécialiser un petit peu plus à distance, ça va être une source de motivation sans se blesser, sans en faire trop. Donc ça, c'est peut-être comme ça que j'irais. Pour celle de Mascouche, dans le fond, la façon dont ça fonctionnait, il y avait 3 woods pour se classer pour les finales. Puis les 3 woods, c'était vraiment le fun, parce que le premier, c'était un gun fille, donc ça permettait de travailler avec du monde qu'on est peut-être moins habitué des fois. Après ça, l'autre wood d'après, c'était gars, fille, donc là, c'était plus un wood en force, qu'on pouvait avoir les charges pour les gars, les charges pour les filles, qu'on se poussait plus. Puis le dernier wood, c'était une vraie équipe de 4, fait que les 4 on utilisait les forces de chacun pour essayer de faire le meilleur temps possible sur un wood avec plusieurs mouvements différents. Fait que ça permettait vraiment d'utiliser les forces de tout le monde et de se dépasser. Fait que c'était vraiment 3 workouts vraiment différents. Donc c'était vraiment une belle expérience. Puis la finale, là, c'était juste un workout de on y va all out, c'était des techniques pas si complexes, mais vraiment il fallait se donner à 100%. C'est là qu'on a vu ceux qui se sont dépassés pour gagner. Fait que vraiment une belle compétition bien organisée. Je pense que les membres ont adoré. On avait une belle composition d'équipe aussi, hein, quand je joue. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est sûr qu'il y a des CrossFit qui vont habituellement se monter des équipes plus fortes pour vraiment y aller pour la victoire. Nous, pour la plupart, c'était la première compétition, donc on a préféré mixer les forces, mixer les âges à travers tout le monde. Puis, dans le fond, le message à passer là-dedans, c'est que si vous faites du CrossFit régulièrement depuis un bout de temps, je peux vous garantir que vous allez avoir du plaisir si vous venez à ce genre de compétition-là. Ce n'est pas réservé qu'aux athlètes de haut niveau, il y en a pour tous les niveaux. Puis je vous invite fortement à venir en essayer une avec nous autres. Là, sur les 24, je suis certain qu'il n'y a pas une personne qui regrette d'être venue là. Au pire, vous vous inscrivez au niveau le moins exigeant. Vous venez vivre l'expérience, voir comment ça se passe. Puis faites juste en jaser avec le monde qui sont allés. Là, tout le monde a accroché, tout le monde a aimé ça. Donc on vous invite à venir essayer ça avec nous les prochaines fois. Comment ça se passe un petit peu une journée de compétition typique? Ça commence à quelle heure? Comment ça se déroule? Bon, habituellement, selon le nombre d'équipes qui est inscrit, il y a des vagues. Donc nous, ça se passait dans un grand gymnase, dans une école, donc c'est pas dans un centre de CrossFit, mais c'est tout le matériel qu'on trouve dans un CrossFit normal. Les mouvements, il n'y a pas de surprise, c'est tous des mouvements qu'on trouve dans les CrossFit habituels, même que les walls sont souvent annoncés d'avance, donc ça nous permet de se donner une petite stratégie, de se préparer mentalement. Quand vous vous inscrivez à une compétition, habituellement, les organisateurs vont donner des standards, des normes. Par exemple, un mouvement d'haltérophilie comme l'arraché, on va dire 135 livres pour les hommes pour être en RX. Il faut comprendre que c'est une répétition maximale à 135. Ce serait le standard minimum permettant d'accomplir l'ensemble des mouvements dans cette catégorie-là. Donc la journée, on va avoir absolument 3 ou 4 épreuves avec une épreuve finale pour les équipes qui se sont bien classées à la fin de la journée. Donc ça commence habituellement à 8h, 9h le matin. Ça peut se terminer vers 2-3h de l'après-midi. La majorité de la journée, c'est d'encourager les autres aussi. Oui, c'est ça. Les plus longs mois durent 15-20 minutes habituellement. Des fois très rapide. Donc on en profite pour encourager les autres équipes dans les autres vagues. Au niveau des compétitions à venir aussi, bon, il y en a plusieurs. D'ailleurs, en fin de semaine, le 16 juin, on a la 3e épreuve de la course Ericsson. Je te disais que c'est la finale de la région de Montréal. Donc, notre équipe, la garage Octo Armure, on est dans la 8e place sur 53 équipes, ce qui est extraordinaire. Au niveau individuel, dans les experts, on a 2 personnes dans le top 10. Il y a Jason qui est premier dans la catégorie expert, fait qu'il défend sa première position pour gagner le championnat de Montréal en fin de semaine.
Sébastien Marette a écouté toute une performance. Cette année, il est 7e en ce moment. Il y aurait même une grosse performance. Il y aurait une chance, peut-être même un podium s'il sort fort. Dans les intermédiaires, Jérémy Valorant est 8e, ce qui est quand même bon. Chez les filles, nos deux partners des Team Series qu'on parle tout le temps qui suivent sont back-à-back. Alexandra Nantel-Dupuis, 3e, Christelle Saint-Pierre, 4e. Il y en a une qui a pied sur le podium, l'autre qui essaie de monter là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans en fin de semaine? À quoi on s'attend? Pour se mettre en contexte, en fin de semaine, c'est la finale de la région de Montréal. Donc, la course est bâtie dans la région de Montréal, de Québec et de Gatineau. C'est 3 courses chaque, c'est la 3e en fin de semaine, donc au terme de cette course-là, on va pouvoir nommer les gagnants dans chacune des catégories, ça se fait samedi soir. Puis il y a une 4e course au mois d'août qui va regrouper les 3 régions dans la même compétition. Tout le monde y participe, on remet les compteurs à 0, et puis là on va pouvoir nommer le champion de toutes les régions au Québec finalement, et à Gatineau. Oui, ça va être bien plaisant. Aussi, pour la compétition, en juillet, on a finalement une pause, ça va faire du bien pour tout le monde. Il y en a qui ont des bobos à guérir. Puis, ça va se reprendre au mois d'août, donc tu viens d'en parler, la finale du NX1 le 11 août. S'il y en a qui veulent venir encourager pour la grande finale nationale, parce qu'on va avoir des bonnes chances à un podium, la compétition se déroule au collège Bourget à Rigaud. C'est sûr qu'il faut vous lever de bonne heure, parce que les vagues commencent des fois à 8 h le matin. Ouais. Mais on a une gang là-dedans qui aurait une chance peut-être de se classer au niveau provincial, donc ça serait le fun. Ensuite, pour septembre, il y a une nouvelle compétition que tout le monde a embarqué dedans, la compétition Warzone 640, c'est organisé par le CrossFit 640 à Saint-Eustache. C'est une compétition à l'équipe, soit 2 gars ou soit 2 filles, il n'y a pas d'équipe mixte. Encore une fois, une incroyable participation, 12 équipes qui vont embarquer là-dedans. Il y a un thème, Joe, tu nous as demandé de poser un thème. On est l'armée CrossFit, il fallait se trouver des noms d'équipe, fait qu'on a choisi l'armée comme thème. Donc, surprise, on va avoir tout le monde un t-shirt à l'effigie de l'armée CrossFit, aux couleurs de l'armée, avec notre nom d'équipe dans le dos. Ça s'en vient bientôt. Fait qu'écoutez, il reste encore de la place. C'est sûr que Sébastien soumettait les équipes aujourd'hui. On est mardi aujourd'hui, donc il soumettait les équipes aujourd'hui, mais ça n'empêche pas que s'il y en a d'autres qui veulent s'inscrire, il y en a encore de faire directement sur le site de Warzone 640. Il y a une page Facebook. Il y a Étienne Marchand qui cherchait un partner de compé, si quelqu'un est libre. Puis il y a des catégories là-dedans. Eric, c'est Scale. Scale est vraiment à portée de tout le monde. Puis il y a une catégorie Master, donc je fais appel à mes amis Master, parce que là, à date, on a juste 2 équipes Master. Les Masters sont sur les Scales, fait que c'est pas très dur au niveau des poids. J'ai l'impression que ça va être une endurance, ça va jouer. À partir de quel âge, Master? 40 et plus. 40 et plus. Donc, quelle époque ça vient, Jason? Non. Il est encore bon, là. Donc, c'est ça. Et puis, finalement, une grosse compétition au mois de septembre, suite après la Warzone 640, c'est la Team Series. C'est une compétition officielle de CrossFit. Ça se passe un peu comme les Open pour ceux qui l'ont fait. C'est une compétition en équipe, soit 2 gars, 2 filles ou un gars, une fille. Fait que vous pouvez le mélanger comme vous voulez, c'est une équipe de 2. C'est assez intense. C'est 4 watts par semaine pendant 2 semaines. Il annonce sur Internet les 4 watts le mercredi soir. Ouais, le mercredi soir, puis on a jusqu'au lundi soir pour soumettre nos scores sur le site web. C'est intense, c'est dur, mais surtout c'est bien fun. En tout cas, il y a plusieurs qui ont eu une bonne expérience l'année passée là-dessus. Donc, pensez à vos partners, c'est le temps. C'est sûr qu'il y en a qui vont probablement refaire leur équipe, peut-être qu'ils vont refaire des nouvelles équipes. Pensez-y, ça fait le fun, ça. Honnêtement, on fait ça dans le gym. On a des juges, c'est jugé, donc il y a des juges au gym qui vont faire là-dessus. Vous avez besoin de vous déplacer, c'est fait les horaires. Généralement, peut-être étant donné que c'est 4 watts, c'est plus complexe au niveau de l'horaire. Fait que on se monte un groupe généralement sur Messenger, puis ceux qui veulent le faire, ils disent « quelqu'un peut venir me juger telle date ». Et ensemble, les juges, on essaie d'organiser, en tout cas pour tout le monde, faire en sorte qu'on est capable de vous juger là-dessus. Planifier du temps, là, sérieusement, 4 watts, tu ne peux pas faire ça, à part Audrey et Alexandre Melançon qui en ont fait 4 en 2 heures. Généralement, vous essayez de les espacer un peu. Là. Vous pouvez faire un watt, 1 heure de break, un watt, là, mais ça vous prend au moins 2 soirs, gérer 2 journées pour les étaler. Trouvez-vous 2 journées. Demandez à Audrey et Alexandre, ils vont dire trouvez-vous 2 journées. Les vraiment malades réussissent à en faire quelques-uns, ils en font 2 fois. Mais ça veut dire qu'il faut que tu tapes les watts le mercredi, jeudi, et te laisser le lundi pour les faire son intense. Donc, c'est ça. Fait que, à partir de maintenant, on va passer à la chronique « Écoute ton coach ». Bon, bonjour. Donc, Jay, la première question, elle va venir de Miguel. Il va nous poser un exercice qu'il a essayé de pratiquer la semaine passée, qui avait beaucoup de difficultés, qui avait besoin de conseils. C'est la question que j'ai en tête, c'est comment faire du butterfly, comment progresser dans ce mouvement-là.
Good. Donc, pour répondre à ta question, Miguel, pour faire le butterfly pull-up, le fameux pull-up qu'on voit tout le temps, que le monde qui ne connaisse pas le CrossFit font, ah, ils ont bien la cave, ce monde-là, qu'est-ce qu'ils font? Tu sais, c'est bien plus facile que des strict pull-up. Mais ça te permet d'en faire beaucoup plus quand il faut que tu rentres ça dans un temps donné. Quand tu fais des compétitions, c'est très utile parce que tu vas être plus rapide que le gars à côté de toi. Donc, oui, c'est sûr que la force, on va en développer plus d'un strict, mais le but de ce mouvement-là, c'est pas de te développer de la force, c'est vraiment d'avoir de l'endurance et pousser longtemps un pull-up. Donc, avant de passer au butterfly pull-up, ma question va être pour Miguel et les autres. Est-ce que vous faites au moins 10 strict pull-up en ligne? Et est-ce que vous êtes capable de faire des beaux keeping pull-ups, c'est-à-dire d'avoir les abdos engagés, c'est-à-dire un hold dans les airs, et quand tu fais un arch hold, d'avoir les fessiers contractés et pas de douleur dans le dos parce que tu as trop arqué le dos. Okay? Fait qu'il faut maîtriser ça. Donc sur le keeping, ça va être d'être stiff dans tes abdos, les jambs, d'être capable d'avoir ce gainage d'abdos-là. Vous avez vu, il n'y avait pas de lousse dans mon corps. Ça, il faut maîtriser ça. Une fois que tu as maîtrisé ça, là, tu peux passer à pratiquer le butterfly pull-up. Là, je m'adresse à vous qui est rendu là, à cette étape-là, gang. Donc, première étape, les épaules. Si on ne veut pas se blesser aux épaules, il faut être capable d'avoir une bonne rétroaction des omoplates, être capable de passer l'épaule sécuritaire ici. Si vous voyez mon épaule, ça reste haute comme ça quand je tire, c'est sûr que je vais me créer des blessures, peut-être même les trapèzes vont barrer, ou la capsule elle va frotter sur le bord dans l'épaule, on va se blesser. C'est pour ça que les butterfly pull-up, il y en a beaucoup qui se blessent parce qu'ils n'ont pas encore la force et ils veulent les faire. Super important de maîtriser les deux étapes que j'ai nommées avant. Donc, une fois qu'on a maîtrisé ce mouvement-là, on peut le pratiquer en petit. Donc, vous voyez, mes pieds sont collés et mes épaules, ils font la petite rotation. Donc, je garde mes abdos engagés. Je pratique cette première étape-là. Une fois qu'on a réussi la première étape, tu sens que les épaules ils bougent bien, il n'y a aucune douleur, l'épaule est capable de se baisser. On maîtrise ça. On peut passer à l'autre étape, qui est les jambes. Les jambes, on va aller chercher flexion de la hanche et extension de la hanche, comme un keeping pull-up, mais la rotation va se faire comme ça, un petit peu comme un vélo. Et qu'on voit souvent ça. Donc, si je prends juste mes bras, vous voyez, je vais juste aller chercher l'extension. C'est mes fessiers qui vont créer le momentum pour aider mes bras. Comme un push press, on s'aide avec les jambes pour amener la barre en haut. Là, on s'aide avec les jambes pour amener notre poids du corps en haut. C'est le même principe. Ensuite, on a les jambes et les épaules. On va y aller avec un mouvement qu'on va partir d'en haut. Donc, en haut, on va faire un pull-up. On se laisse tomber devant et on remonte. Donc, si vous avez remarqué, je pars en haut. Je vais laisser mon poids du corps tomber devant. Et ensuite, je vais pouvoir ramener avec la fameuse loupe du butterfly. Okay? Donc, j'en refais un pour que vous voyez. Je fais un keeping. Je tombe en avant et je me ramène. Donc, quand je tombe, on veut voir l'épaule qui s'en va en arrière. Et on fait un ovale. En fait, un butterfly, c'est comme ça ici. C'est un ovale, pas un rond. Si tu fais un rond comme ça, là, tu vas te blesser aux épaules. Super important d'aller chercher notre rond ici, comme ça, dans le bon sens. Quand on a réussi ça, bien là, c'est l'étape du butterfly pull-up, de tout mettre ensemble, donc d'aller chercher. Donc, si vous voulez avoir tout ce que j'ai nommé avant en rafale, on l'a mis sur le tableau que ce soit un petit peu plus clair. Donc, première étape à pratiquer si tu veux réussir le butterfly pull-up, à l'entraînement, tu arrives et tu fais ton scapula pull-up. Donc, juste la rétroaction de tes omoplates vers tes hanches. Fait que d'abaisser l'épaule vers la hanche. Tu en fais 10 répétitions. Tout de suite après, tu refais 10 répétitions. On va rajouter la petite rotation qu'on a besoin. Fait que tu vas y aller pas au complet. Faire une petite rotation des épaules pour assimiler les deux ensemble. Ensuite, on va pratiquer maintenant l'étape des jambes. Donc, la bicyclette, le fameux coup de fouet de jambes qu'on fait en rotation, suivi des épaules qu'on a pratiquées avant. Donc, tu vas faire les jambes. Quand les jambes fonctionnent bien, on rajoute l'exercice d'épaule ici en 1A et 1B. Donc, quand ces 4 exercices-là sont bien maîtrisés, là, on va pouvoir passer à l'autre étape d'après. Donc, toujours bien maîtriser ça. Fait que sautez pas d'étape, essayez pas d'aller trop vite. Essayez de maîtriser le bon mouvement des épaules, le bon mouvement de tes hanches, tes jambes. Quand ça, c'est bien maîtrisé, on va partir
le menton en haut de la barre et on va essayer d'aller tomber avec la poitrine vers l'avant et aller chercher notre rotation, notre demi-lune. Fait qu'on va faire une seule répétition à la fois. Fait que c'est écrit 3 fois 8. Chaque répétition doit partir d'en haut. Donc, essaye pas de les enchaîner tout de suite. Prends ton temps, pars en haut, on tombe avec une rotation. Prends ton temps, pars en haut, tombe avec une rotation. Donc, saute pas d'étape. Une fois que ça, c'est bien maîtrisé, il n'y a aucune douleur à l'épaule, le mouvement, tu sens que c'est fluide et ton coach te confirme que c'est fluide. Là, on va pouvoir passer au vrai butterfly pull-up et pas juste arrêter en haut, enchaîner la rotation. Donc, super important de respecter les étapes. Si tu respectes ça, il n'y aura aucune blessure. Puis en compétition, tu vas être capable d'avoir une vitesse, comme vous voyez Justin, Amélie, ceux qui sont avancés au gym, qui sont habitués d'en faire. On a une deuxième question, Joe. On a une question de Jason Roy au sujet de l'entraînement. OK, bonjour. Moi, la question cette semaine pour les coachs, je voudrais savoir pourquoi après une grosse compétition ou après 3-4 jours intenses de gym, souvent je trouve que j'ai une grosse fatigue ou la batterie tombe à plat et puis il manque de jus là, pour continuer mon entraînement. Là. Jason, c'est vraiment une excellente question que tu poses parce que souvent les gens nous demandent pourquoi des fois j'arrive au gym puis je suis plein d'énergie, puis pourquoi des fois j'arrive au gym puis je ressens une extrême fatigue. La fatigue après un entraînement ou après une compétition, c'est un sujet qui est très très vaste. Ça touche beaucoup de matières, que ce soit l'alimentation, la récupération, la planification de l'entraînement. Fait que je vais essayer de répondre à cette question-là en prenant l'angle d'un principe en entraînement qui est super important à comprendre, c'est le principe de surcompensation. Puis, comme je suis quelqu'un qui est très visuel, on va se diriger vers le tableau pour regarder de quoi ça a l'air avec un graphique. Quelque chose qu'on entend souvent dans le gym, c'est que ceux qui s'entraînent pensent encore que c'est pendant l'entraînement qu'ils vont devenir plus forts ou qu'ils vont gagner de la masse musculaire ou améliorer leur endurance. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'on fait quand on s'entraîne ou quand on fait une compétition? C'est qu'on impose un gros stress à notre corps. Puis dans le fond, c'est pas pendant l'entraînement que ton corps devient plus fort, mais plutôt dans sa récupération après l'entraînement ou après la compétition. Fait que si on prend le petit graphique qui est ici, sur l'axe qui est vertical, je vais mettre par exemple la condition physique. Okay? La condition physique générale, on va dire qu'au début de ton entraînement, de ta compétition, tu te retrouves à ce niveau-là ici. Okay? Sur l'axe horizontal, on va avoir le temps. Ton entraînement t'impose un stress à ton corps, t'impose une fatigue. Donc, ta condition physique, à la fin de ta compétition, de ton entraînement, est plus basse qu'elle était au début. Okay? C'est logique. C'est pour ça, par exemple, que je ne ferai pas un entraînement 2 heures avant de faire ma compétition ou ma game de foot ou de hockey. Quel genre de fatigue je cause? Il y a 4 grandes catégories dans le fond. Les réserves énergétiques, okay? C'est un peu comme l'essence que ton corps utilise. Par exemple, tu vas utiliser beaucoup de sucre durant ton entraînement ou le glycogène, donc c'est le sucre qu'on va stocker dans notre foie, dans nos muscles. Le corps, il en a perdu pendant son entraînement. Fait qu'il a besoin d'un temps pour refaire ces stocks-là. Une autre fatigue qu'on voit, c'est les fatigues musculaires. Par exemple, tu fais de la musculation, tu fais du bicep curl, 3 exercices, 4 séries chaque, tu vas créer des petites déchirures dans tes fibres musculaires, des micro-déchirures. Ton corps va avoir besoin de temps pour réparer ces déchirures-là, évidemment. Ton système nerveux, toute la connexion entre ton cerveau puis tes muscles, ça aussi, ça se fatigue puis ça peut se brûler. On a aussi une fatigue psychologique qui peut s'installer. Donc, ton niveau de condition physique est plus bas qu'il était au début. Quand tu arrêtes ton entraînement ou tu arrêtes ta compétition, ton corps répare tout ça. Donc, si tu lui laisses le temps, il va te ramener à la condition physique initiale, mais ton corps, il n'est pas fou. Il va prévoir, il va se protéger au cas où ce stress-là reviendrait. Donc, ce qui va se produire, c'est le phénomène de surcompensation. Okay? Ton corps va s'adapter au stress que tu lui as imposé en prévision que ça revienne. Ça ici. Mais ça prend un délai. Okay? Ça prend un certain temps. Combien de temps? Ça dépend. Ça dépend d'un paquet d'affaires. Ça dépend de ton alimentation. Okay? La qualité des calories que tu manges, la quantité que tu manges aussi. Manges-tu suffisamment? Qu'est-ce que tu as mangé immédiatement après l'entraînement? Mais qu'est-ce que tu manges overall dans ta semaine au complet? Le sommeil, en nombre d'heures, mais aussi en qualité.
toutes les différences individuelles, ok? Ça veut dire, c'est sûr qu'il y a une partie de génétique là-dedans. Mon travail, hein, si je suis déménageur, c'est pas comme si j'ai un travail de bureau devant un ordinateur, c'est clair que ça va jouer sur la récupération, etc. Par exemple, mon expérience d'entraînement, si j'ai beaucoup d'expérience face à ce type de compétition-là, je risque de récupérer plus vite que quelqu'un que c'est sa première fois. Hein. Le premier CrossFit, notre premier WOD, on se rappelle tous qu'on a été raqué super longtemps. Fait que dans le fond, notre objectif, c'est de maximiser ce qui va faire en sorte que ma récupération va être le plus rapide possible pour pouvoir me réentraîner. Mettons, tu fais ta compétition dimanche. Lundi matin, tu rentres au gym. Okay? On s'entend que tu vas être à peu près ici. Tu décides de te réentraîner. Ta condition physique va continuer de descendre ici. Et là, ton corps va tomber en récupération. Mardi matin, tu reviens, tu refais un autre entraînement. Qu'est-ce qui se passe? Ça continue de descendre, etc. Okay? Tu dois laisser le temps à ton corps de récupérer. Donc, dans certains entraînements, ce qu'on va faire pour ça aussi, c'est qu'on va par exemple entraîner le bas du corps le lundi, laisser le bas du corps récupérer, puis pendant ce temps-là, entraîner le haut du corps qui lui n'a pas été touché la veille. Fait que ça va nous permettre de récupérer mieux comme ça. Donc, une compétition style RX1, on parle peut-être d'un entraînement qui t'amène ici. Donc, tu vas avoir besoin d'un délai plus long avant de récupérer et d'atteindre ta surcompensation. Si tu t'entraînes à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Fatigue, surcompensation, entraînement, fatigue, surcompensation. On a une progression au lieu d'avoir une régression. Donc, tout ce qui est ici est hyper important si on veut retirer les bénéfices d'un bon entraînement ou bien récupérer suite à une compétition.